Mon téléphone portable vibra dans la poche de ma robe noire. Au milieu du silence écrasant du cimetière de Montmartre, ce petit tremblement était comme un coup de feu. Les 150 personnes autour du cercueil de mon mari continuaient à pleurer, à murmurer des condoléances, à déposer des roses blanches sur le bois laqué. Mais moi, Josiane Moreau, 68 ans, je venais de sentir mon cœur s'arrêter, parce que je savais qui m'envoyait ce message, et il était censé être mort. J'attendis que personne ne me regarde. Mes mains tremblaient tellement que je dus m'appuyer contre le mur de pierre froide de la chapelle. L'odeur d'encens et de fleurs fanées me donnait la nausée. Ou peut-être était-ce la peur. Je sortis lentement l'appareil, l'écran brillant, comme un secret dans la pénombre d'octobre. Le message disait simplement « Je suis encore vivant. Ne fais confiance à personne » de Ernesto, mon mari, dont le corps était censé reposer dans ce cercueil à 15 mètres de moi. Je suis si heureuse que vous soyez là pour écouter cette histoire. Si vous avez déjà vécu une trahison en famille, si quelqu'un que vous aimiez vous a brisé le cœur, laissez un like sur cette vidéo. Et dites-moi dans les commentaires d'où m'écoutez-vous en ce moment, parce que ce que je vais vous raconter va vous glacer le sang. Et je veux savoir que je ne suis pas seule. Maintenant, laissez-moi vous expliquer comment j'en suis arrivée là. Comment la femme qui avait passé 40 ans à faire des éclairs au chocolat et des macarons à la framboise dans une petite pâtisserie de Lyon s'est retrouvée au centre d'un complot d'assassinat orchestré par ses propres enfants. Tout quasi a commencé 3 mois plus tôt, en juillet 2024. Ernesto était rentré à la maison ce soir-là avec une expression que je ne lui connaissais pas. Nous étions mariés depuis 47 ans. Je savais lire chaque ride, chaque froncement de sourcils, chaque silence. Et ce silence-là était différent. Il sentait le danger. « Josiane », avait-il dit en s'asseyant lourdement à la table de notre cuisine dans le 5e arrondissement, « il faut qu'on parle ». Le ton de sa voix m'avait fait poser mon torchon. Le genre de ton qu'on utilise avant d'annoncer une maladie grave ou une catastrophe. « Carlos et Henri veulent nous tuer ». Les mots étaient tombés comme des pierres dans l'eau calme de notre vie ordinaire. Mon cerveau avait refusé de les comprendre pendant plusieurs secondes. « Quoi ?» avais-je murmuré. « Comment tu peux dire une chose pareille ?» Ernesto avait sorti son téléphone portable. Un modèle ancien avec des touches usées et un écran griffé. Il avait appuyé sur lecture. Et j'avais entendu la voix de notre fils Carlos. « Elle boit toujours son café le matin, non ? On pourrait mettre le méthanol dedans. Ça ressemble à un AVC naturel. À son âge, personne ne posera de questions. » La voix de Henri, notre cadet, avait répondu avec un rire léger, comme s'il discutait de la météo. « Et papa ? Papa aussi, évidemment. Mais maman d'abord. Elle est plus faible, plus facile. » J'avais dû m'accrocher au bord de la table. Mes genoux ne me portaient plus. Le sol sous mes pieds semblait s'être transformé en sable mouvant. Mon estomac se retournait et j'avais le goût amer de la bile dans la bouche. « Où tu as eu ça ?» avais-je réussi à articuler. « J'ai des soupçons depuis avril », avait expliqué Ernesto, la mâchoire serrée. « Ils sont endettés, Josiane, très endettés. 180 000 € auprès de gens dangereux. Et ils savent que nous avons de l'argent. Notre argent. Notre secret. Pendant 40 ans, j'avais économisé chaque euro gagné dans ma pâtisserie. Ernesto, lui, avait travaillé comme comptable pour de petites entreprises, investissant discrètement dans l'immobilier parisien quand le marché était bas. Nous vivions modestement, dans un appartement de 60 mètres carrés près de la gare de Lyon-Part-Dieu. Personne ne savait. Personne ne savait que nous possédions 1 200 000 € répartis en 3 comptes bancaires différents, plus 2 appartements dans le quartier latin, valant chacun 400 000 €. Comment ils ont découvert ? Avais-je demandé, la voix brisée. Carlos a fouillé dans mes papiers l'année dernière quand on était en vacances à Nice. Il a trouvé les relevés bancaires. Ernesto avait ouvert un dossier sur la table. Des dizaines de pages imprimées, des photos prises à distance, des enregistrements datés et horodatés. J'ai engagé un détective privé en mai, Jean-Marc Dubois, un ancien flic de Marseille. Il les suit depuis 4 mois. Sur les photos, je voyais Carlos et Henri dans des bars chics de Paris. Carlos portait une montre qui coûtait plus cher que notre loyer annuel.
Henri conduisait une BMW flambant neuve, stationnée devant un restaurant 3 étoiles Michelin à Saint-Germain-des-Prés. Ils dépensent de l'argent qu'ils n'ont pas, avait continué Ernesto. Ils pensent que notre mort va résoudre tous leurs problèmes. J'avais regardé ces photos pendant une éternité. Mes fils, les bébés que j'avais, portés, nourris, élevés. Carlos qui pleurait dans mes bras quand il avait fait un cauchemar à 7 ans. Henri qui m'avait offert un bouquet de pissenlits à la fête des mères quand il avait 5 ans. Ces hommes-là voulaient me verser du poison dans mon café. Il y a autre chose, avait dit Ernesto, et sa voix s'était brisée pour la première. Foi. Quelque chose que j'aurais dû te dire il y a 25 ans. Mon sang s'était glacé. Ricardo, notre fils aîné, mort dans un accident de voiture en 1999. 22 ans, toute sa vie devant lui. Le chagrin qui avait failli nous détruire, Ernesto et moi. Ce n'était pas un accident, Josiane. Le monde s'était mis à tourner. Les murs de la cuisine se rapprochaient, m'étouffaient. Carlos conduisait cette nuit-là, avait continué Ernesto, les larmes coulant maintenant librement sur ses joues ridées. Ils s'étaient disputés à propos d'argent. Ricardo avait découvert que Carlos volait dans la caisse de l'entreprise. Familiale. Carlos a coupé les freins de la voiture. Je l'ai découvert 6 mois après l'enterrement. J'avais fait analyser les restes du véhicule par un mécanicien de confiance. « Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» Ma voix était un cri étouffé. « Pourquoi tu as laissé cet assassin vivre sous notre toit ?»« Parce que j'étais faible, » avait-il murmuré. « Parce que je ne voulais pas te briser encore plus, parce que je pensais qu'il regrettait, qu'il avait changé. Mais je me trompais, Josiane. Il n'a jamais regretté. Et maintenant, il veut récidiver. Pour la première fois de ma vie, j'avais eu envie de vomir devant mon propre mari. Pas à cause de ce qu'il me révélait sur Carlos, mais à cause de son silence. 25 ans de mensonges. 25 ans à pleurer un accident qui n'en était pas un. 25 ans à embrasser le meurtrier de mon fils aîné à chaque fête de Noël. Mais la rage qui montait en moi n'était pas seulement dirigée contre Ernesto, elle était dirigée contre Carlos, contre Henri qui savait probablement la vérité, contre cette famille pourrie jusqu'à l'os. « Qu'est-ce qu'on fait ?» avais-je demandé, et ma voix ne tremblait plus. Quelque chose en moi venait de se briser, ou peut-être de se réparer. Je ne savais plus. Ernesto avait posé sa main sur la mienne. Une main ridée, tachée par le temps, mais ferme. On va leur donner exactement ce qu'ils veulent. Je l'avais regardé sans comprendre. Je vais mourir, Josiane. Officiellement. Et toi, tu vas jouer la veuve éplorée. Pendant ce temps, Jean-Marc et moi, on va tout enregistrer. Chaque mot, chaque geste, chaque preuve. Et quand ils auront assez de cordes pour se pendre, on réapparaîtra. C'est de la folie, avais-je murmuré. C'est de la justice, avait-il corrigé. Et c'est ainsi que tout avait commencé. Le plan le plus fou et le plus dangereux de notre vie, Ernesto, avait un ami médecin, le docteur Alain Rousseau, qui travaillait à l'hôpital de la Croix-Rousse. Ils s'étaient connus pendant leur service militaire en 1975. Alain devait sa carrière à un prêt qu'Ernesto lui avait fait des décennies plus tôt, quand personne d'autre ne croyait en lui. Il devait tout à mon mari. Le plan était simple, dans sa conception, terrifiant dans son exécution. Ernesto simulerait un malaise cardiaque. Alain signerait le certificat de décès. Un mannequin médical sophistiqué, utilisé pour les formations en réanimation, remplacerait le corps dans le cercueil. Ernesto se cacherait chez Jean-Marc, le détective, dans son appartement de Montparnasse. Pendant ce temps, je jouerais mon rôle, la veuve brisée, la mère qui se tourne vers ses fils pour trouver du réconfort, et j'attendrais qu'ils se dévoilent, complètement. Le 15 septembre 2024, Ernesto s'était effondré dans notre salon. J'avais appelé le SAMU en hurlant, les mains tremblantes, suivant le script que nous avions répété 100 fois. Les larmes sur mes joues étaient réelles, même si je savais qu'il était vivant. Parce qu'une partie de moi mourait quand même ce jour-là. Une partie de moi qui croyait encore en la famille, en la bonté, en l'innocence. Alain était arrivé avec l'ambulance. Il avait examiné Ernesto avec une gravité parfaite, avait secoué la tête, avait murmuré des mots incompréhensibles au
ambulancier. Puis il m'avait regardé dans les yeux et avait dit « Je suis désolé, Madame Moreau, votre mari est décédé. » Carlos et Henri étaient arrivés 2 heures plus tard. Ils portèrent des costumes noirs qui sentèrent le neuf. Des costumes qu'ils avaient probablement achetés en prévision de ce moment. Carlos avait posé sa main sur mon épaule avec une tendresse étudiée qui me donnait envie de vomir. « Maman, on est là. On va s'occuper de tout. » Henri avait hoché la tête, les yeux secs comme du papier de verre. Papa aurait voulu qu'on soit fort. Je les avais regardés, ces étrangers qui portèrent le visage de mes enfants, et j'avais pensé bientôt une performance théâtrale. J'avais joué la veuve effondrée, recevant les condoléances, signant les papiers pour les pompes funèbres. Carlos et Henri s'occupèrent de tout avec une efficacité suspecte. Trop efficace, comme s'ils avaient déjà planifié chaque détail. Le soir du 18 septembre, je les avais entendus parler dans le couloir de l'appartement. Je m'étais caché derrière la porte de ma chambre, mon téléphone portable en mode enregistrement, comme Ernesto me l'avait appris. « Combien de temps on doit attendre ?» avait demandé Henri, impatient. « Au moins jusqu'après l'enterrement », avait répondu Carlos. Après, on lui fait le coup du café. 1 semaine, peut-être 2, il faut que ça ait l'air naturel. Et si elle refuse de boire? Elle ne refusera pas. Maman boit toujours son café le matin. C'est sa routine depuis 40 ans. Mes mains tremblaient tellement que je faillis lâcher le téléphone. Mais je continuais à enregistrer. « Tu as le méthanol ?» avait demandé Henri. « Dans mon coffre de voiture. 250 millilitres, largement assez. Et après ? Après, on attend quelques mois. On vend l'appartement de Lyon. On liquide les comptes bancaires. On se partage les appartements à Paris. Chacun 600 000 €, plus les économies. On sera enfin libre. » Libre. Le mot avait résonné dans ma tête comme une cloche funèbre. Pour eux, notre mort était la liberté. Cette nuit-là, j'avais envoyé l'enregistrement à Jean-Marc. Il avait répondu immédiatement « Parfait. Continue, on les tient presque. » Le lendemain, Carlos m'avait emmené voir le notaire, maître Philippe Garnier, à Marseille. Ernesto l'avait choisi exprès, loin de Lyon, loin des regards curieux, un homme que nos fils ne connaissaient pas. Dans son bureau, qui sentait le cuir et le vieux papier, Carlos avait souri avec une fausse sympathie. « Maman, il faut qu'on parle de la succession. Papa avait sûrement des comptes, des économies. Il faut tout mettre en ordre. J'avais joué mon rôle à la perfection. La vieille femme confuse, dépassée par les événements. Je ne sais pas trop. Ernesto s'occupait de tout. « Ne t'inquiète pas, » avait dit Henri, sa voix dégoulinant de fausse douceur. « On va s'occuper de toi. Tu n'auras plus à te soucier de rien. Plus à me soucier de rien parce que je serai morte dans 2 semaines. » Maître Garnier, qui était dans la confidence, avait sorti des documents factices, des relevés bancaires montrant des comptes modestes, quelques milliers d'euros. Rien qui puisse trahir notre vraie fortune. Je voyais la déception sur le visage de Carlos, puis la détermination. Il croyait que le gros de l'argent était encore caché quelque part, et il était prêt à me torturer pour le trouver. Le jour du funérail arriva, le 23 septembre 2024, un lundi gris et froid, avec ce crachin parisien qui transforme le ciel en plafond de plomb. Le cimetière de Montmartre était bondé. Des voisins, des anciens collègues d'Ernesto, des clients de ma pâtisserie. Même le maire du 5e arrondissement était venu. Tout le monde pleurait l'homme bon, le mari dévoué, le père aimant. Personne ne savait que le cercueil était vide. Enfin, pas exactement vide. Il contenait un mannequin médical lesté de 50 kilos, habillé avec le costume préféré d'Ernesto, son alliance au doigt. Jean-Marc avait tout organisé avec une précision militaire. Pendant la cérémonie, j'observais Carlos et Henri. Ils portaient des masques de chagrin, mais leurs yeux restaient secs. Henri consultait son téléphone portable toutes les 5 minutes. Carlos regardait sa montre. Ils avaient hâte que tout soit fini. C'est à ce moment-là que mon téléphone avait vibré. Le message d'Ernesto. Le signal convenu. Tout était en place. Après la mise en terre symbolique, les invités s'étaient rassemblés dans une brasserie près du cimetière. Carlos avait commandé du champagne. Du Moët en Chandon à 300 € la bouteille.
Pour honorer papa, avait-il dit, levant son verre, mais je les avais vus échanger un regard de soulagement, de victoire prématurée. Je m'étais éclipsée aux toilettes et j'avais appelé Jean-Marc. Ils sont en train de célébrer, avais-je murmuré, la voix étranglée par la rage. Ils boivent du champagne sur la tombe de leur père. Parfait, avait répondu le détective. J'ai installé des micros dans leurs voitures et dans leurs appartements. Maintenant, on attend qu'ils parlent librement. Et ils avaient parlé. Oh, comme ils avaient parlé. Le soir même, Henri était rentré chez lui à Neuilly-sur-Seine, dans son appartement luxueux financé par nos prêts jamais remboursés. Jean-Marc avait placé 3 micros différents, dissimulés dans une lampe, derrière un cadre photo, sous la table basse. À 22h30, Henri avait appelé Carlos. La conversation avait été enregistrée en haute définition. Alors, c'est fait. Le vieux est enterré. Ouais. Maintenant, il reste maman. Quand? Vendredi matin, j'irai chez elle tôt. Je lui préparerai son café, comme un fils dévoué. Elle ne se doutera de rien. Tu es sûr que le méthanol ne se verra pas à l'autopsie? Il n'y aura pas d'autopsie. À 68 ans, avec le chagrin de perdre papa, un AVC sera parfaitement crédible. Le médecin signera le certificat sans poser de questions. Silence. Puis la voix de Henri, plus basse, presque un murmure. Tu te souviens de Ricardo? Mon cœur s'était arrêté. Quoi, Ricardo? La voix de Carlos était tendue. Tu crois que papa savait? Pour les freins, long silence. Papa ne savait rien, avait finalement répondu Carlos. Il était trop stupide pour comprendre, tout comme maman. Ces vieux cons nous ont donné la vie et ils vont nous donner leur fortune. C'est la moindre des choses. Ces vieux cons. J'avais fermé les yeux, les larmes coulant silencieusement. Dans l'appartement de Jean-Marc, Ernesto écoutait la même conversation. Il me raconterait plus tard qu'il avait pleuré cette nuit-là. Pas sur lui-même, sur nous, sur ce que nous étions devenus en tant que parents, sur les monstres que nous avions créés sans le savoir. Mais il n'y avait plus de place pour les regrets, seulement pour la justice. Les jours suivants, je vivais dans un état de tension permanente. Carlos venait me voir chaque matin, apportant des croissants, du café, jouant le fil s'aimant. Je jetais discrètement tout ce qu'il touchait. Je ne mangeais que ce que je préparais moi-même dans des plats que je lavais immédiatement après. Le mercredi 25 septembre, j'avais reçu la visite de Maître Garnier. Il m'avait apporté des documents à signer pour régler la succession. En réalité, c'était les preuves supplémentaires qu'Ernesto et Jean-Marc compilaient. Le jeudi, Carlos m'avait proposé de m'emmener dîner. Pour te changer les idées, maman, tu ne peux pas rester enfermée ici à pleurer. Nous étions allés dans un restaurant près de l'Opéra Garnier. Un endroit cher, trop cher, pour quelqu'un censé être endetté de 180 000 €. Carlos avait commandé du homard. Henri nous avait rejoints 1 heure plus tard, vêtu d'un costume Armani flambant neuf. J'avais pris des photos discrètes sous la table. Jean-Marc avait besoin de documenter leur train de vie extravagant. « Maman, » avait dit Carlos en me prenant la main, « on veut que tu saches qu'on sera toujours là pour toi, toujours. Jusqu'à vendredi matin, avais-je pensé. Jusqu'à ce que le méthanol arrête mon cœur. » Cette nuit-là, je n'avais pas dormi. J'étais restée assise dans la cuisine, une tasse de thé froid devant moi, regardant les lumières de Lyon par la fenêtre. Je pensais à Ricardo, à son sourire, à ses rêves, à tout ce qu'il aurait pu devenir. Et je pensais à la vengeance qui approchait. Le vendredi 27 septembre, à 6 heures du matin, j'avais reçu un message de Jean-Marc. Tout est prêt. RDV tribunal lundi. 10 heures. Reste en sécurité. Carlos était passé à 8 heures, comme prévu. Mais je ne lui avais pas ouvert la porte. Maman? Maman, tu es là? Il avait frappé pendant 10 minutes, puis était reparti. J'avais entendu sa voiture démarrer en trombe. 1 heure plus tard, mon téléphone avait sonné. Henri. Maman, où tu es? Carlos dit que tu ne réponds pas. Je suis chez ma sœur à Dijon, avais-je menti. J'avais besoin de m'éloigner un peu. Ah, déception dans sa voix. Quand tu reviens? Lundi. D'accord, on se voit lundi alors. Lundi, au tribunal. Mais il ne le savait pas encore.
Le week-end avant le tribunal, je m'étais enfermée dans un petit hôtel de Belleville, sous un faux nom. Ernesto m'avait rejointe le samedi soir, entrant par l'escalier de service comme un fantôme revenant d'entre les morts. Quand j'avais ouvert la porte de la chambre 307 et que je l'avais vu là, debout dans la pénombre du couloir, j'avais éclaté en sanglots. Des vraies larmes, cette fois. Pas celles que j'avais versées pour la comédie du funérail, mais des larmes de soulagement, de rage, de tout ce que j'avais retenu pendant 2 semaines. Il m'avait serré dans ses bras, et nous étions restés comme ça pendant 10 minutes, sans parler, juste en respirant. 2 survivants d'un naufrage qui ne comprenaient pas encore comment ils avaient atteint le rivage. Jean-Marc a tout, avait-il finalement murmuré contre mes cheveux. 15 heures d'enregistrement. Des vidéos, des relevés bancaires prouvant leurs dettes, des témoignages de leurs créanciers, et surtout, la preuve du meurtre de Ricardo. Je m'étais écartée pour le regarder dans les yeux. Comment tu as pu garder ça secret pendant 25 ans? Sa voix s'était brisée. Parce que j'étais un lâche, Josiane. Un père lâche qui a choisi de protéger le fils vivant plutôt que de venger le fils mort. Mais cette fois, je ne me tairai plus. Cette fois, Carlos va payer pour tout. Ernesto avait étalé des dizaines de documents sur le lit de 1999 montrant la Renault Clio bleue de Ricardo après l'accident. Des rapports d'expertise mécanique datés du 12 mars 2000, 9 mois après la mort de notre fils. « Regarde ici », avait-il dit, pointant une section surlignée en jaune. Le mécanicien, André Fontaine, a confirmé que le liquide de frein avait été vidangé volontairement. Les conduites avaient été percées avec un outil pointu, probablement un tournevis. Ce n'était pas de l'usure. C'était un sabotage. J'avais pris la feuille avec des mains tremblantes. Les mots dansaient devant mes yeux. Sabotage délibéré. Homicide volontaire. Mon fils aîné, mon Ricardo aux yeux noisettes et au sourire doux, avait été assassiné par son propre frère. Pourquoi? Avais-je murmuré. Pourquoi Carlos a fait ça? Ernesto avait sorti une autre liasse de papier. Des relevés bancaires de l'entreprise familiale de menuiserie que nous avions créée en 1995. Ricardo en était le gérant, Carlos le comptable. En août 1999, Ricardo a découvert que Carlos détournait de l'argent. 75 000 francs en 6 mois. Environ 11 000 €. Ricardo lui a donné un ultimatum, rembourser ou être dénoncé à la police. Et Carlos a choisi de le tuer? Oui. Le 22 septembre 1999, 3 jours avant que Ricardo ne porte plainte. 3 jours, 72 heures qui avaient changé le cours de nos vies pour toujours. Comment tu as découvert tout ça? Par hasard, avait répondu Ernesto, la voix éteinte. 6 mois après l'enterrement, en mars 2000, je rangeais les affaires de Ricardo. J'ai trouvé un dossier caché dans son bureau. Des copies de relevés bancaires, des notes manuscrites, un brouillon de plainte et un enregistrement. Mon cœur s'était arrêté. Un enregistrement? Ernesto avait sorti un vieux lecteur cassette, de son sac, un modèle des années 90 avec des boutons usés et un haut-parleur crachotant. Il avait appuyé sur lecture. La voix de Ricardo avait rempli la chambre d'hôtel. Une voix que je n'avais pas entendue depuis 25 ans. Une voix qui me transperçait le cœur comme une lame rouillée. 18 septembre 1999, 22 heures. Je viens de confronter Carlos à propos des détournements. Il nie tout, mais j'ai les preuves. Lundi, j'irai à la gendarmerie. Je n'ai pas le choix. Carlos est mon frère, mais voler l'entreprise familiale, c'est voler papa et maman. Je ne peux pas le laisser faire. Silence. Puis, la voix de Ricardo, plus basse, presque inaudible. Carlos m'a regardé avec une haine que je ne lui connaissais pas. Il m'a dit « Si tu fais ça, tu le regretteras ». Je crois qu'il était sérieux. L'enregistrement s'était arrêté. J'avais regardé Ernesto, les larmes coulant librement maintenant. Ricardo savait. Il savait que Carlos était dangereux. Oui, et j'ai passé 25 ans à me demander si j'aurais pu le sauver, si j'avais agi plus vite, si j'avais confronté Carlos immédiatement. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Ernesto s'était effondré sur le lit, le visage dans les mains. Parce que je me suis dit que peut-être, c'était vraiment un accident,
que peut-être le mécanicien s'était trompé, que peut-être l'enregistrement ne prouvait rien. Je me suis convaincue qu'envoyer Carlos en prison ne ramènerait pas Ricardo, que ça te détruirait complètement, que ça détruirait Henri aussi. Mais Henri savait, avais-je murmuré. Dans l'enregistrement de la semaine dernière, Henri a mentionné les freins. Il savait. Oui. Henri avait 16 ans, en 1999. Je pense que Carlos lui a tout raconté. Et Henri a gardé le secret toutes ces années. Mes 2 fils, des meurtriers et des complices, des menteurs et des traîtres. La nausée m'avait submergée. J'avais couru aux toilettes et j'avais vomi jusqu'à ce que mon estomac soit vide, jusqu'à ce qu'il ne reste que de la bile amère. Ernesto m'avait tenu les cheveux, comme il l'avait fait tant de fois quand j'étais enceinte, il y a des décennies. « Josiane » avait-il dit doucement, « je sais que c'est insupportable, mais lundi, tout sera terminé. Lundi, ils paieront. » Je m'étais redressée, m'étais rincé la bouche et je l'avais regardé dans le miroir fissuré au-dessus du lavabo. Ce ne sera jamais terminé, Ernesto. Même quand ils seront en prison. Même quand justice sera rendue. Je porterai ça jusqu'à ma mort. Il avait hoché la tête. Moi aussi. Le dimanche, Jean-Marc Dubois était venu nous retrouver à l'hôtel. C'était un homme trapu d'une 50aine d'années, avec des cheveux gris coupés en brosse militaire et des yeux qui ne souriaient jamais. Il avait travaillé 15 ans dans la brigade criminelle de Marseille avant de devenir détective privé. « Demain, 10 heures », avait-il dit en étalant un plan du tribunal sur la table bancale de la chambre. « Vous entrerez par l'entrée sud, celle réservée aux témoins. J'ai arrangé ça avec le juge Arnaud Petit. Il a accepté d'ouvrir une instruction, extraordinaire basée sur les preuves que je lui ai fournies. « Carlos et Henri seront là ?» avais-je demandé. « Ils croient venir pour une simple lecture de testament. L'avocat que vous avez engagé, Maître Garnier, leur a envoyé une convocation officielle. Règlement de succession, Moreau Ernesto décédé, le 15 septembre 2024. Il ne se doute de rien. Et le procureur ? Sabine Mercier, une des meilleures. 42 ans d'expérience en crimes familiaux. Elle a déjà étudié tout le dossier. Elle est prête à demander la détention provisoire immédiate. Jean-Marc avait sorti une tablette électronique et nous avait montré une vidéo datée du jeudi précédent, le 26 septembre 2024. On y voyait Carlos entrant dans une pharmacie à Montreuil. Les images de surveillance montraient clairement son visage. Il a acheté du méthanol industriel en se faisant passer pour un professionnel du nettoyage. 250 millilitres. Exactement la dose dont il parlait dans les enregistrements. La pharmacienne, Madame Leroy, témoignera demain. « Mon Dieu !» avais-je murmuré. « Il y a plus ?» avait continué Jean-Marc. « Vendredi matin, après que vous ayez refusé de lui ouvrir, Carlos est allé voir Henri. On a tout filmé. Ils étaient dans un café près de la gare Montparnasse. Il avait lancé une autre vidéo. Carlos et Henri, assis à une table près de la fenêtre, parlant à voix basse. Grâce au micro directionnel que Jean-Marc avait utilisé depuis le bâtiment d'en face, chaque mot était audible. « Elle se méfie », disait Carlos nerveux. « Elle ne m'a pas ouvert la porte. »« Peut-être qu'elle sait quelque chose », répondait Henri. « Comment elle pourrait savoir ? Papa est mort. On a été parfait. Et si papa avait parlé avant de mourir ? » Long silence. « Impossible. Il ne savait rien de notre plan. Tu en es sûr ? » ?»« Certain. De toute façon, même si elle se méfie, elle ne peut rien prouver. On attend qu'elle revienne de Dijon, on la rassure, et ensuite on agit. Maximum 1 semaine. Maximum 1 semaine avant de m'assassiner. J'avais fermé les yeux. La réalité de ce que j'allais faire le lendemain me frappait comme un train. J'allais détruire mes fils. J'allais les envoyer en prison pour le reste de leur vie. J'allais effacer toute possibilité de rédemption, de pardon, de famille. Mais eux avaient déjà effacé tout ça. 25 ans plus tôt, quand Carlos avait tué Ricardo. 2 semaines plus tôt, quand ils avaient planifié nos assassinats. « Je suis prête », avais-je dit. « Montrons-leur ce que signifie vraiment la justice. » Jean-Marc avait hoché la tête avec satisfaction. « Une dernière chose. Le juge Petit veut que vous fassiez une déclaration en personne, que vous racontiez votre histoire devant eux, devant Carlos et Henri. C'est vous qui allez porter l'accusation.
Mon cœur s'était mis à battre plus vite. Je ne sais pas si je peux faire ça. Ernesto avait pris ma main. Tu peux, Josiane. Tu es la femme la plus forte que je connaisse. Tu as survécu à 40 ans de travail acharné. Tu as survécu à la mort de Ricardo. Tu as survécu à cette trahison. Tu peux faire ça. J'avais regardé nos mains entrelacées. Des mains ridées, marquées par le temps, par les épreuves, par les mensonges. Mais toujours ensemble, toujours là. D'accord, avais-je murmuré. Je le ferai. Cette nuit-là, je n'avais pas dormi. J'étais restée éveillée, répétant mentalement ce que j'allais dire. Comment j'allais regarder Carlos dans les yeux et lui dire que je savais. Que j'avais toujours su, au fond de moi, qu'il y avait quelque chose de brisé en lui. À 5 heures du matin, Ernesto s'était réveillé. Il m'avait trouvée assise près de la fenêtre, regardant le soleil se lever sur Paris. « Tu as peur ?» avait-il demandé. « Non », avais-je répondu. Et c'était la vérité. Je n'avais plus peur. La peur avait été brûlée par la rage, puis la rage avait été transformée en quelque chose de plus froid, de plus dur. En détermination. À 9 heures, nous étions dans la voiture de Jean-Marc, roulant vers le palais de justice du 17e arrondissement. Le ciel était gris, menaçant. De pluie, les rues de Paris défilaient derrière la vitre comme un film au ralenti. « Carlos et Henri arrivent dans 20 minutes », avait dit Jean-Marc, consultant son téléphone. Maître Garnier les a appelés ce matin pour confirmer. Ils sont en route. Et ils ne savent vraiment rien ? Rien. Pour eux, c'est juste une formalité administrative. La lecture officielle du testament de leur père. Ernesto avait serré ma main plus fort. « Bientôt », avait-il murmuré. « Bientôt, tout sera fini. » Mais en mon fort intérieur, je savais que rien ne serait jamais vraiment fini. Que cette journée marquerait le début de quelque chose, pas la fin. Le début d'une vie sans fils. Le début d'une existence où la famille n'était plus qu'un mot vide de sens. Le début de la justice, peut-être, mais aussi le début d'un deuil qui ne s'achèverait jamais. Nous étions garés devant le tribunal, 10h moins 5. Jean-Marc avait coupé le moteur. C'est l'heure. L'air froid d'octobre m'avait giflé le visage. J'avais pris une grande inspiration et j'étais entrée dans le bâtiment, prête à affronter mes démons, prête à enterrer mes fils une seconde fois. Cette fois, pour de bon. Le hall du palais de justice sentait le vieux bois ciré et le papier poussiéreux. Mes talons résonnaient sur le marbre comme des coups de marteau. Chaque pas me rapprochait de quelque chose d'irréversible. Jean-Marc marchait devant nous, son blouson en cuir craquant à chaque mouvement. Ernesto était à ma droite, la main posée dans le creux de mon dos. Un geste qu'il faisait depuis 47 ans. Un geste qui, aujourd'hui, me donnait le courage de continuer à avancer. Nous avons pris l'escalier menant au 3e étage, dans les bureaux administratifs que le public ne voit jamais. Le juge Arnaud Petit nous attendait dans une salle de réunion discrète, loin des salles d'audience principales. C'était un homme d'une 60aine d'années, avec des lunettes rondes et une barbe grise soigneusement taillée. Il s'est levé quand nous sommes entrés. « Madame Moreau, Monsieur Moreau. » Il a serré nos mains avec une fermeté surprenante. « Je suis désolé pour ce que vous avez vécu, mais je veux que vous sachiez que justice sera rendue aujourd'hui. » À côté de lui se tenait une femme élégante en tailleur marine, Sabine Mercier, la procureure. Ses yeux noirs étaient durs comme de l'acier. « J'ai étudié chaque enregistrement, chaque document, » a-t-elle dit sans préambule. « Ce que vos fils ont fait est monstrueux. Nous allons nous assurer qu'ils ne voient plus la lumière du jour pendant très longtemps. » Jean-Marc a ouvert son ordinateur portable sur la grande table en chêne. L'écran montrait un tableau complexe, une chronologie de tous les événements des 5 derniers mois. « Laissez-moi vous montrer exactement ce que nous avons compilé, » a-t-il dit. Sur l'écran apparaissait la première entrée, 15 avril 2024. C'est le jour où Carlos a fouillé dans vos papiers pendant que vous étiez à Nice pour le week-end. On a retrouvé ses empreintes digitales sur votre coffre-fort personnel. Il a photographié vos relevés bancaires avec son téléphone. Jean-Marc a cliqué. Des photos volées apparaissaient. Mes comptes, mes économies. Les 40 années de ma vie réduites à des chiffres sur un écran.
compte BNP Paribas, 487 000, compte Crédit Agricole, 531 000, compte la Banque Postale, 182 000, total 1200 000. Le lendemain, 16 avril, Carlos a rencontré Henri dans un bar à Pigalle, le Moulin Rouge. Nous avons des vidéos de surveillance. Une image granuleuse montrait mes deux fils assis dans un coin sombre, penchés l'un vers l'autre comme des conspirateurs. Carlos montrait son téléphone à Henri. Même sans le son, je pouvais deviner ce qu'il disait. Ils venaient de découvrir que leurs parents pauvres étaient riches. 3 jours après, le 19 avril, Henri a contacté un usurier du nom de Karim Benzema. Pas le footballeur, évidemment, un criminel connu des services de police pour extorsion et prêt à taux illégaux. Jean-Marc a fait défiler des photos de surveillance montrant Henri serrant la main d'un homme chauve en blouson de cuir devant un kebab de Barbès. Henri devait 180 000 €. Carlos en devait 125 000. Total, 3. 105 000 € de dettes accumulées en 2 ans. J'ai senti mes genoux faiblir. 305 000 €. Comment avait-il pu dépenser autant? Voiture de luxe, a expliqué le juge Petit, comme s'il lisait dans mes pensées. Vêtements de créateur. Restaurant 3 étoiles. Voyage. Aux Maldives, à Dubaï, à New York. Henri a même loué un yacht pour 2 semaines l'été dernier. 80 000 € pour 14 jours. Mais ils n'ont pas d'argent, ai-je murmuré. Ils travaillent comme consultants indépendants. Ils ne gagnent pas autant. Exactement, a dit Sabine Mercier. Carlos gagne environ 45 000 € par an. Henri, 38 000. Ils vivent au-dessus de leurs moyens depuis des années, s'endettant auprès de gens dangereux. La procureure a ouvert un dossier rouge. Le 23 avril 2024, Karim Benzema a menacé Henri. Nous avons l'enregistrement d'un appel téléphonique. Elle a appuyé sur lecture. Une voix masculine, dure, avec un accent des banlieues parisiennes. T'as jusqu'à fin septembre, Henri. 3. 105 000, intérêt compris. Sinon, on vient récupérer. Et crois-moi, on ne prend pas que de l'argent. On prend des doigts, des dents. Tu vois ce que je veux dire? La voix de Henri, terrifiée. Je vais avoir l'argent. Je te jure. Fin septembre, maximum. Tu jures sur quoi? Sur la vie de ma mère. Le silence dans la salle était assourdissant. Mon fils avait juré sur ma vie. Et il allait effectivement me la prendre. C'est ce jour-là qu'ils ont commencé à planifier votre assassinat, a continué Jean-Marc. Le lendemain, 24 avril, Carlos a acheté un livre sur Amazon. Il a affiché une capture d'écran. Le titre me glaçait le sang. Poison indétectable, guide complet. Livré à son adresse le 27 avril. Nous avons le reçu. Ernesto serrait ma main si fort que mes doigts devenaient blancs. Mais je ne lui ai pas demandé de lâcher. J'avais besoin de cette douleur pour rester ancré dans la réalité. Le 2 mai, ils se sont retrouvés chez Carlos à Montreuil. Nous avions déjà placé des micros à ce moment-là. Un nouvel enregistrement. La voix de Carlos, calme, presque clinique. Le méthanol est parfait. Ça provoque une insuffisance respiratoire qui ressemble à un AVC. À leur âge, personne ne demandera d'autopsie approfondie. On met ça dans leur café le matin. 15 millilitres pour maman. Elle pèse moins. 20 pour papa. Mort en 4 à 6 heures. La voix de Henri. Et si ça ne marche pas? Alors on essaie autre chose. Mais ça va marcher. J'ai tout calculé. J'ai dû poser ma main sur la table pour ne pas tomber. Mon fils avait calculé la dose exacte de poison nécessaire pour me tuer. Le 15 mai, a continué Jean-Marc, implacable. Carlos a fait une recherche. Google sur son ordinateur. Combien de temps pour hériter après décès parents? Et peut-on vendre maison avant partage-succession? Des captures d'écran défilaient. L'historique de navigation de Carlos était un manuel du parfait meurtrier cupide. Comment acheter méthanol sans ordonnance? Symptômes, intoxication méthanol ressemble AVC. Police enquête toujours sur décès personnes âgées. Assurance vie. Parents bénéficiaires. Bomba 1. La complicité totale de Henri. Le 3 juin, a dit Sabine Mercier, Henri a eu une conversation très révélatrice avec sa compagne, Delphine Roussel. Elle a lancé un fichier audio. Une voix féminine, jeune,
inquiète. « Henri, pourquoi tu as autant d'argent d'un coup? Tu m'as dit que tu étais fauché. »« J'ai un plan, un bon plan. Avant la fin de l'année, on aura plus d'1 million d'euros. »« Comment? Mon père et ma mère vont avoir un accident. Enfin, pas vraiment un accident, mais ça y ressemblera. »« Quoi? Tu parles sérieusement? » ?»« Totalement. Carlos s'occupe de tout. Moi, je fais juste semblant d'être le bon fils. Et après, on hérite. On se partage l'argent. On rembourse Karim. Et il nous reste au moins 600 000 chacun. Henri, c'est dingue. Tu parles de tuer tes parents. Ils sont vieux de toute façon. Ils ont fait leur temps. Et cet argent, ils nous le doivent. Ils nous ont donné la vie. Maintenant, ils nous donnent leur fortune. C'est logique. Delphine avait rompu avec Henri 2 jours après cette conversation. Elle avait contacté Jean-Marc en août, après avoir vu une des annonces que le détective avait placées discrètement dans les journaux locaux, cherchant des informations sur mes fils. Elle témoignera, a assuré la procureure. Elle a gardé des messages textes où Henri parle du plan, des preuves irréfutables. Mon estomac se tordait. Non seulement mes fils voulaient me tuer, mais ils en parlaient ouvertement, comme d'un projet banal, comme de l'achat d'une voiture ou de la réservation. Des vacances. Le 17 juin, a continué Jean-Marc, Carlos a visité une maison de retraite à Évry. Il s'est renseigné sur les tarifs pour placer sa mère qui souffre de démence précoce. J'ai sursauté. Quoi? Ils avaient un plan B, a expliqué le Saint-Husset, juge Petit. Si le poison ne fonctionnait pas, ils allaient vous faire interner de force, vous faire déclarer inapte et prendre le contrôle de votre patrimoine. Jean-Marc a montré un document signé. Une demande d'expertise psychiatrique déjà remplie, datée du 20 juin. Mon nom, ma date de naissance. Et les signatures de Carlos et Henri comme enfants inquiets. Heureusement, le médecin qu'ils avaient contacté, le docteur Lemoine, a refusé de signer sans vous examiner d'abord. Ils ont abandonné cette piste et sont revenus au plan A. Le poison. Bomba 2. La vente anticipée. Le 2 juillet, a dit Sabine Mercier, et sa voix était devenue plus dure encore. Carlos et Henri ont fait quelque chose d'encore plus audacieux. Elle a ouvert une chemise cartonnée beige. À l'intérieur, un contrat de promesse de vente. Ils ont contacté une agence immobilière du 5e arrondissement. Ils ont mis en vente votre appartement de Lyon. Le monde s'est arrêté de tourner. « Comment ?» a demandé Ernesto, la voix étranglée. « On est encore vivant. L'appartement est à nos noms. » Ils ont falsifié une procuration, a expliqué le juge Petit. Carlos a utilisé un logiciel de retouche photo pour créer un faux document vous donnant pouvoir de vendre en votre nom. Il a imité votre signature, Madame Moreau. Jean-Marc a affiché le faux document. Ma signature, presque parfaite. Presque. L'expert en écriture que nous avons consulté a confirmé que c'est un faux. Les tremblements de la main ne correspondent pas à votre âge et votre état de santé. Carlos a essayé de rendre la signature vieille en ajoutant des tremblements artificiels. Mais il en a trop fait. Et l'agence immobilière, rue Monge, ai-je demandé. Ils ont accepté le mandat le 5 juillet. L'appartement a été mis en ligne le 8 juillet. Prix demandé, 390 000 euros. 390 000. Alors que l'appartement en valait facilement 450 000. Ils voulaient vendre vite, a dit Sabine Mercier. Parce qu'ils avaient déjà trouvé un acheteur. Elle a sorti un autre document. Un compromis de vente signé le 15 juillet par un certain monsieur Zhang Wei, investisseur chinois. Monsieur Zhang a versé un acompte de 39 000 euros. 10% du prix. Carlos et Henri se sont partagés cet argent immédiatement. L'acte de vente définitif était prévu pour le 30 septembre. 5 jours après la mort d'Ernesto. Il comptait vous tuer avant, ai-je murmuré. Pour que la vente puisse être finalisée. Exactement, a confirmé le juge. Nous avons interrogé M. Zhang hier. Il ne savait rien. Il a été scandalisé d'apprendre qu'il achetait un appartement dont les propriétaires légitimes étaient encore vivants et n'avaient jamais consenti à la vente. Il veut porter plainte contre Carlos et Henri pour escroquerie, a ajouté Sabine Mercier, ce qui ajoute des chefs d'accusation supplémentaires. Ernesto s'est levé brusquement et a marché vers la fenêtre. Je voyais ses épaules trembler. 47 ans de mariage m'avaient appris à lire chaque langage de son corps. Il était à 2 doigts de s'effondrer. Je me suis levée et l'ai rejoint.
J'ai posé ma tête contre son dos. On va les arrêter, ai-je murmuré. Aujourd'hui, tout s'arrête. Il a hoché la tête sans se retourner. Jean-Marc a continué, implacable. Le 12 août, Carlos a contacté votre banque, la BNP Paribas. Il s'est fait passer pour vous au téléphone, monsieur Moreau. Il a demandé à changer les bénéficiaires de votre compte en cas de décès. Mon sang s'est glacé. La conseillère, madame Martin, a exigé que vous veniez en personne avec une pièce d'identité. Carlos a raccroché. Mais l'appel a été enregistré par la banque. Nous avons la bande. Sa voix est identifiable. Le 20 août, a continué la procureure, Henri a essayé la même chose avec le Crédit Agricole. Même résultat. Demande refusée, mais tentative de fraude documentée. Les preuves s'accumulaient comme des pierres. Chaque date, chaque document, chaque enregistrement était un clou de plus dans le cercueil de mes fils. Bomba 3, l'assurance vie, Lloyd. 1er septembre, a dit Jean-Marc, et son visage s'est assombri. Nous avons découvert quelque chose qui transforme ce dossier de tentative de meurtre en préméditation aggravée. Il a sorti une chemise noire. À l'intérieur, un contrat d'assurance. Le 15 mars 2024, un mois avant de découvrir votre fortune, Carlos a souscrit une assurance vie à votre nom, Madame Moreau. J'ai pris le document avec des mains tremblantes. Assurance vie AXA. Assuré Josiane Moreau. Montant 500 000 €. Bénéficiaire Carlos Moreau. Comment il a pu faire ça? Ai-je demandé, la voix brisée. Je n'ai jamais signé ça. Il a utilisé la même technique que pour la procuration immobilière. Fausse signature. Mais cette fois, il a été plus prudent. Il a envoyé le contrat par courrier avec une copie scannée de votre carte d'identité qu'il avait photographiée en avril. L'assurance n'a pas vérifié. Ils ont envoyé un courrier de confirmation à votre adresse. Carlos l'a intercepté. Il venait chez vous tous les jours en juillet, vous vous souvenez? Sous prétexte de vous aider avec les courses, les papiers administratifs. Je me souvenais. Mon fils attentionné, mon fils dévoué. Qui, en réalité, volait mon courrier et planifiait ma mort? Les primes mensuelles sont de 120 €, a continué Jean-Marc. Carlos les paie depuis mars. 6 mois de primes. 720 € investis pour gagner 500 000. Et Henri? A demandé Ernesto, la voix rauque. Henri a fait « La même chose pour vous », a répondu le juge Petit. Assurance vie de 400 000 €. Souscrite le 20 mars. Bénéficiaire, Henri Moreau. Fausse signature également. 900 000 €. C'était le prix de nos vies pour nos fils. Pas notre fortune d'1,2 million. Pas nos appartements. Pas nos 40 ans d'économie. Juste 900 000 € d'assurance frauduleuse. Ça change tout légalement, a expliqué Sabine Mercier. Ce n'est plus seulement une tentative d'empoisonnement dans un contexte successoral. C'est un meurtre planifié pour fraude à l'assurance. La préméditation est établie sur 6 mois. Les peines encourues sont de 30 ans de réclusion criminelle. Minimum. 30 ans. Carlos avait 43 ans. Henri 41. Ils sortiraient de prison à 73 et 71 ans. S'ils sortaient un jour. Il y a encore une chose, a dit Jean-Marc, et sa voix était devenue presque douce. Quelque chose qui concerne Ricardo. Il a sorti une dernière chemise. Bleue, celle-là. Usée par le temps. Après la mort de Ricardo en 1999, une assurance vie avait été souscrite par vous, monsieur Moreau, pour vos 3 fils. 100 000 francs chacun, soit environ 15 000 €. En cas de décès de l'un d'eux, les 2 autres recevaient sa part. Je m'en souviens, a dit Ernesto. C'était en 1997. Les enfants avaient entre 18 et 24 ans. Je voulais les protéger. Quand Ricardo est mort, Carlos et Henri ont chacun reçu 22 500 €. La moitié de la part de Ricardo, plus leur propre part. J'ai senti mes jambes se dérober. Carlos a tué son frère pour 22 000 €? 22 500, a corrigé Jean-Marc. Plus les 75 000 francs qu'il avait détournés de l'entreprise familiale, et la garantie que Ricardo ne le dénoncerait jamais. Nous avons retrouvé les relevés bancaires de Carlos en septembre 1999, a ajouté la procureure. Le 1er octobre 1999, 9 jours après la mort de Ricardo,
il a reçu 22 500 € de la compagnie d'assurance. Le 3 octobre, il a acheté une Peugeot 306 neuve. 18 000 €. Le reste est parti en vacances aux Seychelles. Avec sa petite amie de l'époque. Des vacances. Mon fils aîné était mort et Carlos était aux Seychelles. Henri était-il au courant en 1999 ai-je demandé. Nous pensons que oui, a dit le juge Petit. Dans l'enregistrement de la semaine dernière, Henri mentionne les freins. C'est un détail que seul quelqu'un au courant du sabotage aurait pu connaître. De plus, Henri a reçu la même somme d'assurance. Il en a profité aussi. Donc Henri est complice du meurtre de Ricardo depuis 25 ans, a résumé Ernesto. Exactement, ce qui aggrave considérablement son cas. Il y a eu un long silence. Dehors, Paris continuait à vivre. Les voitures klaxonnaient, les gens marchaient, riaient, vivaient leurs vies ordinaires. Mais dans cette salle, le temps semblait suspendu. Quand vont-ils arriver ai-je finalement demandé. Jean-Marc a regardé sa montre. Dans 12 minutes, 10 heures précises. Et ensuite? Ensuite, a dit le juge Petit, vous allez les affronter. Nous allons les faire entrer dans la salle de réunion adjacente. Maître Garnier va commencer la lecture du testament. Puis, Monsieur Moreau, vous entrerez, vivant, et tout s'effondrera. Pour eux, la police est déjà en place, a ajouté Sabine Mercier. 4 officiers dans le couloir, 2 à chaque sortie du bâtiment. Ils ne pourront pas s'échapper. Madame Moreau, a dit le juge, me regardant droit dans les yeux, êtes-vous prête à témoigner contre vos fils, à raconter devant eux ce que vous avez vécu? Ce sera difficile. Très difficile. J'ai regardé Ernesto. Il a hoché la tête. Je suis prête, ai-je dit, et ma voix ne tremblait pas. Pour la première fois depuis 3 mois, depuis ce soir de juillet où Ernesto m'avait révélé la vérité, je me sentais forte, pas brisée, pas victime, forte. Mes fils avaient tué leur frère. Ils avaient planifié notre assassinat pendant 6 mois. Ils avaient falsifié des documents, souscrit des assurances frauduleuses, vendu notre appartement sans notre consentement. Ils avaient transformé notre famille en champ de bataille. Mais aujourd'hui, la guerre se terminait. Et j'allais gagner. À 9h58, Jean-Marc a reçu un message sur son téléphone. Ils sont en bas. Ils montent. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Ernesto a serré ma main. On y va, a dit le juge Petit. Nous sommes sortis de la salle de réunion et avons traversé le couloir jusqu'à une autre porte. La salle d'audience numéro 7. Plus grande, avec des rangées de sièges et une estrade pour le juge. Vous allez vous asseoir là, a indiqué Sabine Mercier, pointant 2 chaises près de l'estrade. Cachées par le paravent. Vous pourrez tout entendre. Et quand le moment sera venu, nous retirerons le paravent. Ernesto et moi nous sommes installés. De l'autre côté du tissu beige, je pouvais voir les contours flous de la salle. J'entendais des pas dans le couloir, des voix. La voix de Carlos. Je me demande pourquoi il a insisté pour qu'on vienne tous les deux. C'est juste un testament. Voix de Henri. Peut-être qu'il y a des complications, des dettes de papa qu'on ignorait. Ils entraient dans la salle. J'ai entendu des chaises racler le sol. Maître Garnier a toussé. « Messieurs, merci d'être venus. Je sais que c'est une période difficile. »« Oui, très difficile, » a dit Carlos, et j'ai détecté l'impatience dans sa voix. « Mais il faut avancer. Papa aurait voulu qu'on soit fort. »« Bien sûr, » a répondu l'avocat. « Avant de commencer, j'ai quelques questions à vous poser, des formalités. Allez-y. » Monsieur Carlos Moreau, avez-vous eu des contacts avec la compagnie d'assurance AXA ces derniers mois? Silence. Puis, Pourquoi cette question? Répondez simplement, s'il vous plaît. J'ai peut-être appelé pour me renseigner sur les assurances vie. Avez-vous souscrit pour protéger ma famille de votre mère? Long silence. Non. Pourquoi je ferais ça? Monsieur Henri Moreau, même question. Avez-vous souscrit une assurance au nom de votre père? Non. C'est quoi ces questions? On est là pour le testament, pas pour un interrogatoire. Justement, a dit une nouvelle voix, celle du juge Petit. Nous sommes là pour bien plus qu'un testament. Des pas. La porte s'ouvrait à nouveau. Messieurs Moreau, je suis le juge Arnaud. Petit. Et voici la procureure Sabine Mercier.
Nous avons quelques questions très importantes à vous poser. » « Quoi ?» La voix de Carlos montait dans les aigus. « C'est quoi ce cirque? On a le droit à un avocat. »« Bien sûr, » a répondu calmement. « Le juge. Vous pouvez appeler votre avocat. Mais d'abord, il y a quelqu'un que vous devez voir. » C'était le moment. Jean-Marc a tiré le paravent et Ernesto s'est levé. J'ai entendu un cri étouffé, puis un bruit sourd. Quelqu'un venait de tomber de sa chaise. « Bonjour, mes fils, » a dit Ernesto, sa voix calme comme la mort. Surpris de « me voir ?» Le bruit qui a suivi était indescriptible. Henri avait effectivement chu de sa chaise. Il était maintenant à genoux sur le sol, la bouche grande ouverte, les yeux exorbités comme s'il voyait un fantôme. Ce qu'il voyait, techniquement. Carlos, lui, s'était levé d'un bond. Son visage était passé du blanc au rouge, puis au gris cendré. Il s'agrippait au dossier de sa chaise, les jointures blanches. « C'est impossible, » a-t-il murmuré. « Tu es mort. Je t'ai vu. Dans le cercueil. Tu es mort. »« Tu as vu un mannequin, » a répondu Ernesto, avançant lentement vers eux. Chaque pas résonnait comme un coup de tonnerre dans le silence stupéfait de la salle. Un mannequin médical que le docteur Rousseau utilise pour former ses étudiants. Très réaliste, n'est-ce pas? Henri s'est remis debout, vacillant. « Maman? Maman, qu'est-ce qui se passe ?» Je suis sorti de derrière le paravent. J'ai vu ses yeux s'écarquiller encore plus. S'il avait cru que son père ressuscité était un choc, me voir à côté de lui, vivante, calme, le regardant avec une froideur que je ne me connaissais pas, devait être encore pire. « Ce qui se passe, Henri, » ai-je dit, et ma voix était aussi tranchante qu'un couteau. « C'est que votre père et moi savons tout, absolument tout. »« Tout quoi ?» a demandé Carlos, mais sa voix tremblait. « Je ne comprends pas de quoi tu parles. »« Assieds-toi, » a ordonné le juge Petit, sa voix claquant comme un fouet. Carlos s'est laissé tomber sur sa chaise. Henri a fait de même, ses jambes ne le portant manifestement plus. Sabine Mercier s'est approchée, une tablette électronique à la main. « Messieurs Moreau, avant de continuer, je dois vous informer de vos droits. Vous êtes actuellement entendus. Dans le cadre d'une enquête préliminaire pour tentative d'homicide volontaire avec préméditation, escroquerie aggravée, faux et usage de faux et complicité de meurtre. Vous avez le droit de garder le silence. Vous avez le droit à un avocat. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. » Tentative de meurtre? La voix de Henri montait dans les aigus. « C'est de la folie, on n'a tué personne. »« Pas, faute d'avoir essayé ?» a répliqué Jean-Marc Dubois, entrant dans la salle avec un grand carton. Il l'a posé sur la table avec un bruit sourd. Voici les preuves. 163 pages de documents, 47 heures d'enregistrements audio, 22 heures de vidéos de surveillance et 16 témoins prêts à déposer. Il a ouvert le carton et a commencé à sortir des chemises, les alignant sur la table comme des cartes à jouer. « Commençons. Par le commencement, » a dit le juge Petit. « Le 15 avril 2024, Carlos, tu as forcé le coffre-fort de tes parents pendant qu'ils étaient à Nice. Nous avons tes empreintes digitales sur le mécanisme. » Il a fait glisser une photo vers Carlos. On y voyait clairement des traces de poudre révélant des empreintes sur notre petit coffre métallique. Tu as photographié leurs relevés bancaires. Tu as découvert qu'ils avaient 1,2 million. 100 000 €. Plus 2 appartements à Paris. Carlos regardait la photo, la mâchoire serrée. Il ne disait rien. Le lendemain, tu as rencontré ton frère au Moulin Rouge. Vous avez commencé à planifier. Jean-Marc a lancé une vidéo sur la tablette. On les voyait tous les deux, penchés l'un vers l'autre. Le son était faible mais audible. 1,2 million, disait Carlos sur la vidéo. Ils nous ont toujours fait croire qu'ils étaient pauvres. Qu'ils n'avaient rien. Ces vieux radins, répondait Henri. Pendant qu'on se noie dans les dettes, ils ont 1,2 million planqués. Plus les appartements. Ça fait presque 2 millions en tout. Il faut qu'on récupère ça. Ouais, et bientôt. Karim me met la pression. Si je paye pas avant fin septembre, je suis un homme mort. Nous sommes un homme mort, corrigeait Henri. Nos dettes sont communes, tu te souviens? Jean-Marc a arrêté la vidéo.
305 000 € de dette auprès d'un usurier violent, a-t-il dit. Karim Benzema, qui a témoigné hier. Il confirme que vous lui deviez cet argent et qu'il vous avait menacé de représailles physiques. Le 2 mai a continué. Sabine Mercier, vous vous êtes retrouvée chez Carlos. Écoutez ce que vous avez dit, un nouvel enregistrement. Les voix de mes fils planifiant ma mort avec le détachement de quelqu'un commandant une pizza. Le méthanol est parfait. 15 millilitres pour maman, 20 pour papa. Mort en 4 à 6 heures. Dans la salle d'audience, Carlos était devenu livide. Henri avait posé sa tête dans ses mains. « On a tout », a dit Jean-Marc. Chaque conversation, chaque recherche Google, chaque achat suspect. Il a étalé des captures d'écran sur la table. Comment acheter méthanol sans ordonnance? Recherche Google de Carlos, 8 mai 2024, 22h37. Symptômes intoxication méthanol ressemblent AVC. Recherche de Henri, 10 mai, 14h12. Police enquête toujours. Sur décès personnes âgées. Carlos, 15 mai, 9h54. Chaque capture était comme une gifle. Henri avait commencé à pleurer silencieusement, des larmes coulant sur ses joues sans qu'il fasse un geste pour les essuyer. Carlos, lui, regardait droit devant lui, la mâchoire si serrée que je voyais ses muscles tressaillir. Et puis, a dit le juge Petit, sa voix se durcissant encore, il y a les assurances vie. Moment viral 1. La révélation du patrimoine et des fraudes Maître Garnier s'est levée, ouvrant un grand dossier Bordeaux. Il a ajusté ses lunettes et a commencé à lire d'une voix claire et forte. Patrimoine de Monsieur et Madame Moreau. État au 1er octobre 2024. Il a lu lentement, laissant chaque chiffre résonner dans le silence. Compte BNP Paribas, numéro de compte, FR 76, 3000, 4025, 1234, 506 68, 9,12, 345, 487 000 €. Une pause. Compte Crédit Agricole, numéro FR 76, 1470, 7000, 0012, 3456, 7 Carabins, 123, 530 et 1 000 €. Une autre pause. Compte La Banque Postale, numéro FR 76, 2004, 1000, 0123, 4567, 8901, 234, 182 000 €. Appartement 12 rue des Écoles, Paris 5e, valeur estimée 400 000 €. Appartement 28 boulevard Saint-Germain, Paris 5e, valeur estimée 400 000 €. Patrimoine total 2 400 000 €. Le silence était assourdissant. 2 400 000. Pas 1,2 million. Il ne connaissait même pas la vraie valeur de notre patrimoine. Maintenant, a continué Maître Garnier, les fraudes découvertes. Le 15 mars 2024, Carlos Moreau a souscrit une assurance vie frauduleuse au nom de Josiane Moreau. Montant 500 000 €. Bénéficiaire Carlos Moreau. Signature falsifiée. Le 20 mars 2024, Henri Moreau a souscrit une assurance vie frauduleuse au nom d'Ernesto Moreau. Montant 400 000 €. Bénéficiaire Henri Moreau. Signature falsifiée également. Le 5 juillet 2024, Carlos et Henri Moreau ont mis en vente l'appartement de leurs parents à Lyon, 45 rue de la République, en utilisant une procuration falsifiée. Prix de vente 390 000 €. Un acompte de 39 000 € a été versé et encaissé par les frères Moreau. Le 12 août 2024, Carlos Moreau a tenté de modifier les bénéficiaires du compte BNP Paribas par téléphone en se faisant passer pour son père. Tentative échouée, mais enregistrée. Le 20 août 2024, Henri Moreau a tenté la même fraude avec le Crédit Agricole. Tentative échouée, mais enregistrée. Carlos s'était levé brusquement. « Assez, assez, on veut un avocat. Maintenant !» Bien sûr, a dit calmement le juge Petit. Mais avant que votre avocat n'arrive, il y a encore quelque chose que vous devez entendre. Quelque chose concernant votre frère Ricardo. Le nom est tombé comme une bombe. Henri a relevé la tête brusquement. Carlos s'est figé. « Assieds-toi », a ordonné Sabine Mercier. Carlos s'est rassis lentement, comme un automate. Jean-Marc a sorti une vieille cassette audio. Il l'a insérée dans un lecteur et la voix de Ricardo a rempli la salle. 18 septembre 1999.
je viens de confronter Carlos. Il nie tout, mais j'ai les preuves. Lundi, j'irai à la gendarmerie. » La cassette a continué. Quand elle s'est arrêtée, le silence était si profond que j'entendais ma propre respiration. 4 jours après cet enregistrement, a dit le juge. Petit, Ricardo Moro est mort dans un accident de voiture, mais ce n'était pas un accident. Il a sorti le rapport du mécanicien datant de mars 2000. Les conduites de frein avaient été sabotées, percées volontairement. Votre frère a été assassiné, et vous le savez tous les deux. C'est des conneries, a crié Carlos, se levant. À nouveau. Ricardo est mort dans un accident, un putain d'accident. Assieds-toi immédiatement, a tonné le juge, ou je demande qu'on t'attache à ta chaise. Carlos s'est rassis, tremblant de rage ou de peur, l'arrivée de la police. Carlos Moro. Henri Moro. La voix venait de derrière eux. Ils se sont retournés. La double porte de la salle d'audience s'était ouverte. 4 officiers de police en uniforme se tenaient dans l'encadrement. 2 hommes, 2 femmes. Expression grave. Mains près de leur ceinture. Le capitaine Sylvie Renard s'est avancé, tenant des menottes. « Carlos Moro, a-t-elle dit, sa voix résonnant dans la salle, vous êtes en état d'arrestation pour tentative d'homicide volontaire avec préméditation sur vos parents, escroquerie aggravée, faux et usage de faux et complicité dans le meurtre de Ricardo Moro en septembre 1999. Henri Moro, vous êtes en état d'arrestation pour les mêmes chefs d'accusation. » Carlos a bondi de sa chaise, reculant vers le mur. « Non, non, c'est pas vrai, c'est un piège. Ils nous tendent. Un piège. » 2 officiers se sont approchés de lui. Il a levé les mains devant lui, comme pour se protéger. « Ne me touchez pas. Je suis innocent. Ils mentent. Mes parents mentent. » « Carlos, ai-je dit, et ma voix a coupé à travers ses cris comme une lame. Il s'est tourné vers moi, les yeux fous. « Comment ? Tu peux faire ça ?» a-t-il crié. « Comment tu peux m'envoyer en prison ? Je suis ton fils !» Moment viral. 3. Le confronto final, j'ai sorti une feuille de papier pliée de ma poche. Je l'ai dépliée lentement, prenant mon temps. Mes mains ne tremblaient pas. Pour la première fois depuis 3 mois, mes mains étaient parfaitement stables. « Tu veux savoir comment je peux faire ça ?» ai-je dit, ma voix basse mais claire. « Laisse-moi te lire quelque chose. » J'ai commencé à lire. La liste que j'avais écrite la nuit précédente dans cette chambre d'hôtel de Belleville. Chaque ligne était un coup de poignard. Tu as tué ton frère Ricardo le 22 septembre 1999 pour 75 000 francs détournés et 22 500 € d'assurance. Tu as souscrit une assurance vie frauduleuse de 500 000 € à mon nom avec l'intention de me tuer pour l'encaisser. Tu as vendu mon appartement sans mon consentement et empoché 39 000 €. Tu as acheté du méthanol industriel pour m'empoisonner. Tu as planifié ma mort pendant 6 mois avec la même minutie que tu aurais planifié des vacances. Tu as calculé la dose exacte de poison nécessaire pour tuer ta mère. Ma voix s'est brisée sur le dernier mot. Mais j'ai continué. Pendant 43 ans, je t'ai aimé. Je t'ai nourri. Je t'ai habillé. Je t'ai consolé quand tu pleurais. Je t'ai défendu quand tu avais tort. Je t'ai prêté de l'argent que tu n'as jamais remboursé. Je t'ai fait confiance quand tout le monde me disait de me méfier. J'ai levé les yeux de ma feuille pour le regarder en face. Et toi, tu as regardé ton propre reflet dans le miroir et tu t'es dit « Ma mère vaut 500 000 € morte. Je devrais la tuer. » Carlos ouvrait et fermait la bouche comme un poisson hors de l'eau. Aucun son n'en sortait. Je me suis tourné vers Henri. Et toi? Toi qui savais pour Ricardo depuis 25 ans. Toi qui as gardé le secret. Toi qui as aidé à planifier notre assassinat. Toi qui as dit à ta petite amie que nous allions avoir un accident. Henri pleurait maintenant sans retenue, des sanglots qui secouaient tout son corps. Maman, je suis désolé. Je suis tellement désolé. On était désespérés. On devait tellement d'argent. On ne savait plus quoi faire. Désespéré? Ma voix était montée. Vous étiez désespéré? Vous rouliez en BMW. Vous portiez des montres à 10 000 €. Vous mangiez dans des restaurants à 3 étoiles. Vous n'étiez pas désespéré. Vous étiez cupide. Le capitaine Renard s'est approché de Carlos. « Donnez-moi vos mains. » « Non. » Carlos a secoué la tête. « Non, je refuse. Je veux mon avocat. J'ai le droit à un avocat. »
Vous aurez votre avocat, a dit le capitaine. Au commissariat. Maintenant, donnez-moi vos mains. Les deux autres officiers ont saisi Carlos par les bras. Il s'est débattu, criant, mais ils étaient plus forts. En quelques secondes, les menottes étaient refermées sur ses poignets. Clac, le son métallique a résonné dans toute la salle. Henri, lui, a tendu les mains sans résister. Les larmes continuaient à couler. Quand les menottes se sont refermées, il a laissé échapper un gémissement. « Je suis désolé, maman. Papa. Je suis tellement désolé. » Ernesto s'est approché de lui. Il l'a regardé pendant un long moment. Puis il a dit, d'une voix que je ne lui connaissais pas, « Ricardo était... désolé aussi. Désolé de t'avoir comme frère. Désolé de faire confiance à Carlos. Mais ces excuses n'ont pas arrêté la voiture quand les freins ont lâché. Elles ne l'ont pas sauvé quand il a percuté le camion à 100 km/h. Alors tes excuses, Henri, tu peux te les garder. » Henri a baissé la tête, vaincu. « Emmenez-les !» a ordonné le juge Petit. Les officiers ont commencé à les faire sortir. Carlos continuait à crier, se débattant contre les menottes. « Vous allez le regretter, c'est de l'acharnement. On portera plainte. Pour harcèlement. Pour montage. Pour... » La porte s'est refermée sur ses cris. Et puis, silence. Un silence si profond, si total, que j'entendais le tic-tac de l'horloge murale, chaque seconde marquant une nouvelle réalité. Mes fils venaient d'être arrêtés. Mes fils allaient en prison. Mes fils n'étaient plus mes fils. Mes jambes ont lâché. Ernesto m'a rattrapé juste avant que je touche le sol. Il m'a tenu contre, lui pendant que je pleurais. Des sanglots qui venaient du plus profond de moi, des pleurs que j'avais retenus pendant 3 mois. « C'est fini !» murmurait-il dans mes cheveux. « C'est fini, Josiane, c'est fini !» Mais je savais que ce n'était pas fini, que ça ne serait jamais vraiment fini, qu'il y aurait un procès, des audiences, des témoignages, des années de procédure, et qu'à la fin, quoi qu'il arrive, j'aurais toujours enterré mes fils. Cette fois, pour de vrai. Le juge Petit s'est approché doucement. « Madame Moreau, vous avez fait preuve d'un courage extraordinaire aujourd'hui. Je sais que c'était la chose la plus difficile de votre vie. » J'ai hoché la tête, incapable de parler. « Le procès aura lieu dans 6 à 8 mois, a-t-il continué. D'ici là, Carlos et Henri resteront en détention provisoire. Vu la gravité des accusations et les risques de fuite, il n'y aura pas de liberté conditionnelle. »« Combien de temps ?» a demandé Ernesto. « Combien de temps ils vont prendre ?» Sabine Mercier a répondu, sa voix professionnelle, mais pas dénuée d'empathie. Pour tentative d'homicide avec préméditation, 15 à 20 ans. Pour le meurtre de Ricardo, perpétuité possible. Pour les fraudes, 5 à 10 ans. Les peines peuvent se cumuler, je dirais minimum 25 ans. Maximum perpétuité, 25 ans. Carlos aurait 68 ans quand il sortirait. Henri, 66, l'âge que j'avais maintenant. Il passerait en prison toute la vie qu'il me restait à vivre. C'était une pensée étrange, terrible, et d'une certaine manière appropriée. « Venez, » a dit Jean-Marc doucement. « Je vous ramène, à l'hôtel. Vous avez besoin de repos. » Nous sommes sortis du palais de justice par une porte de service, évitant les journalistes qui avaient déjà eu vent de l'affaire. Dans la voiture, j'ai regardé Paris défiler par la vitre. La ville continuait à vivre, indifférente à mon drame. Des gens faisaient leurs courses. Des enfants jouaient dans les parcs. Des couples s'embrassaient sur les ponts. La vie continuait. Et moi, d'une certaine manière, je devais continuer aussi. 6 mois plus tard, avril 2025, le soleil de Toulouse était différent de celui de Paris. Plus doux, plus chaud. Comme s'il comprenait que j'avais besoin de lumière après tant d'obscurité. J'étais assise à la terrasse d'un petit café sur la place du Capitole, un café au lait fumant devant moi. Mes mains, autrefois crispées de tension permanente, reposaient calmement sur la table en fer forgé. Je portais une robe bleu marine toute simple, achetée la semaine précédente dans une petite boutique de la rue Saint-Rome. Mes cheveux, autrefois tirés en un chignon serré et grisonnant, étaient
maintenant coupées court avec quelques mèches châtain clair qui adoucissaient mon visage. Des lunettes à monture rouge remplaçaient les anciennes à monture dorée que Carlos avait fait tomber pendant une de ses visites où il cherchait déjà à me manipuler. Je ne ressemblais plus à la Josiane de septembre 2024. Cette femme-là était morte le jour où j'avais découvert que mes fils voulaient me tuer. Celle qui était née à sa place était différente, plus légère d'une certaine manière, mais aussi infiniment plus triste. Ernesto est arrivé quelques minutes plus tard, portant 2 sacs de course du marché Victor Hugo. À 69 ans, il marchait avec plus d'énergie qu'il y a 6 mois, comme si le poids du mensonge qu'il avait porté pendant 25 ans s'était enfin dissipé. « J'ai trouvé ces tomates magnifiques », a-t-il dit en s'asseyant, souriant. « On pourrait faire une salade ce soir, avec du jambon de pays et du fromage de chèvre. »« Parfait », ai-je répondu, lui rendant son sourire. Nos conversations étaient comme ça maintenant, simples, légères, centrées sur le présent immédiat. Nous évitions de parler du passé. Nous évitions surtout de parler du procès qui commençait. Dans 3 semaines, le 6 mai 2025, c'était la date fixée par le tribunal. Carlos et Henri seraient jugés pour tentative d'homicide, meurtre, fraude multiple. Jean-Marc nous avait prévenu que ce serait médiatisé, que les journalistes voudraient nous interviewer, que notre histoire ferait les gros titres. Les Isma, fils qui voulaient empoisonner leurs parents pour un héritage. C'était déjà le titre de 3 articles que j'avais vus passer sur Internet. Je ne les avais pas lus. Je ne voulais pas savoir ce que les gens pensaient, ce qu'ils commentaient, ce qu'ils jugeaient. « Josiane ?» La voix d'Ernesto m'a ramené au procès. « Tu pensais au procès ?» a-t-il dit. Ce n'était pas une question. « Oui. » Il a pris ma main par-dessus la table. « On va y arriver. Ensemble. Comme on a survécu à tout le reste. » J'ai hoché la tête, serrant sa main en retour. Notre appartement de Toulouse était petit, seulement 45 mètres carrés au 2e étage d'un immeuble ancien du quartier des Carmes. Mais il était à nous, vraiment à nous. Pas acheté avec l'argent que nos fils convoitaient, pas chargé de souvenirs douloureux. Nous l'avions meublé simplement. Un canapé beige, une petite table en bois, quelques plantes vertes sur le balcon qui donnait sur une rue pavée animée. Des photos sur les murs, mais seulement de Ricardo. Aucune de Carlos ou Henri. Ces photos-là, nous les avions brûlées. Toutes. Dans la cheminée de l'hôtel de Belleville, le soir après leur arrestation. 43 ans de photos de famille réduits en cendres en 20 minutes. C'était Ernesto qui avait jeté la dernière. Une photo de Noël 2018, où nous étions tous les 5 devant le sapin. Carlos et Henri souriaient, moi aussi, Ernesto aussi. Ricardo n'était plus là depuis 19 ans, mais nous faisions semblant d'être une famille heureuse. À tous les mensonges, avait murmuré Ernesto en lâchant la photo dans les flammes. Je l'avais regardé brûler sans verser une larme. Il n'y en avait plus. J'avais tout pleuré. Après le café, nous sommes rentrés à pied, traversant le pont Neuf au-dessus de la Garonne. L'eau scintillait sous le soleil d'avril. Des étudiants jouaient de la guitare sur les berges. Une femme promenait 3 chiens minuscules. Un couple âgé, probablement dans les 80 ans, marchait main dans la main. « C'est nous dans 15 ans », ai-je dit à Ernesto, pointant le couple. « Si on a de la chance », a-t-il répondu. Lomae. Lendemain, j'avais mon rendez-vous hebdomadaire à l'Institut de lutte contre les abus familiaux de Bordeaux. C'était l'organisation à laquelle nous avions fait don de notre fortune après l'arrestation de nos fils. 1 600 000 €. Nous avions gardé seulement ce qui était nécessaire pour vivre modestement. 200 000 € pour l'appartement de Toulouse, 100 000 pour les frais de subsistance et 100 000 pour les avocats et les frais de justice. Le reste, nous l'avions donné. Les appartements de Paris, nous les avions vendus. 800 000 € au total. Également, donné à l'Institut, cet argent est maudit, avait dit Ernesto quand nous avions signé les papiers. Il a détruit notre famille, au moins qu'il serve à en sauver d'autres. J'allais à l'Institut tous les mercredis. Je parlais aux victimes, des femmes surtout, mais aussi quelques hommes. Des gens dont les familles les avaient trahis, volés, manipulés, parfois même battus. Je leur racontais mon histoire, pas tous les détails sordides.
juste l'essentiel, que j'avais découvert que mes fils voulaient me tuer, que j'avais eu le courage de les affronter, que j'avais survécu. Si moi j'ai pu le faire, leur disais-je, vous pouvez le faire aussi. Vous n'êtes pas seuls, et vous n'êtes pas responsables de la cruauté des autres. Certains pleuraient en m'écoutant, d'autres hochèrent la tête, reconnaissant leur propre douleur dans mes mots. Une femme, Martine, 52 ans, dont la fille et le gendre avaient essayé de la faire interner pour voler sa maison, m'avait serrée dans ses bras après une session. « Merci », avait-elle murmuré. « Merci de me montrer qu'on peut survivre. À ça. » Ces moments-là me donnaient un sens, une raison de continuer. Si ma tragédie pouvait servir à quelque chose, si elle pouvait aider ne serait-ce qu'une personne, alors peut-être que tout ça n'avait pas été complètement vain. Le 15 avril, j'avais reçu une lettre, une enveloppe blanche avec l'en-tête, de la prison de Fresnes. Mon cœur s'était arrêté quand je l'avais vue sur la table de l'entrée. Je savais qui l'envoyait avant même de l'ouvrir. Henri. Mes mains tremblaient quand j'ai déchiré l'enveloppe. À l'intérieur, 3 pages manuscrites. Son écriture ronde, celle que j'avais vue grandir depuis qu'il avait 5 ans et écrivait ses premières lettres au Père Noël. « Chère maman, je sais que tu ne veux probablement pas lire cette lettre. Je sais que je n'ai pas le droit de te demander quoi que ce soit, mais j'avais besoin de t'écrire, ne serait-ce qu'une fois. Je suis désolée. Je sais que ces mots sont vides, qu'ils ne peuvent pas réparer ce qui est cassé. Mais je suis désolée quand même. En prison, j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir, pour comprendre ce que je suis devenue. Un monstre. C'est le mot que Carlos utilise. Nous sommes devenus des monstres. Et il a raison. Je ne sais pas comment on en est arrivé là. Comment nous, tes fils, avons pu même envisager de te faire du mal. Papa me manque. Ricardo me manque. Toi, tu me manques. Mais je comprends que tu ne reviendras jamais. Que nous ne serons plus jamais une famille. Je comprends, et je l'accepte. Le procès approche. Mon avocat dit que je vais probablement prendre entre 25 et 30 ans. Carlos peut-être plus, à cause de Ricardo. Je vais avoir 66 ou 71 ans quand je sortirai, si je sors. Papa et toi, vous aurez probablement disparu d'ici là, et je ne vous aurai jamais revu. Cette pensée me réveille la nuit, me fait pleurer dans le noir de ma cellule. Je ne te demande pas de me pardonner. Je ne mérite pas ton pardon. Je te demande juste de savoir que je regrette. Vraiment, profondément. Et que si je pouvais revenir en arrière, si je pouvais effacer tout ça, je le ferais. Ton fils qui ne mérite plus de porter ce nom, Henri. J'ai lu la lettre 3 fois. Puis je l'ai montrée à Ernesto. Il l'a lue en silence, ses mâchoires se serrant de plus en plus. Quand il a eu fini, il a posé la lettre sur la table et m'a regardé. « Qu'est-ce que tu veux faire ?»« Je ne sais pas, » ai-je murmuré. Une partie de moi voulait lui répondre, lui dire que je comprenais ses regrets, qu'une mère ne peut pas complètement arrêter d'aimer son enfant, même quand cet enfant a essayé de la tuer. Mais une autre partie de moi, plus dure, plus froide, celle qui était née le 30 septembre 2024 dans cette salle d'audience, savait que répondre serait une erreur, que ce serait ouvrir une porte qui devait rester fermée. « Tu n'as pas à décider maintenant, » a dit Ernesto doucement. « Prends ton temps. » La lettre était toujours sur ma table de nuit, non répondue. Chaque soir, je la regardais avant d'éteindre la lumière. Et chaque matin, je me réveillais sans savoir quoi faire. Carlos, lui, n'avait pas écrit. Selon Jean-Marc, qui était allé les voir en prison pour préparer le procès, Carlos était en colère. Il nous en voulait. Il disait que nous l'avions piégé, manipulé, que tout ça était un montage. Il ne comprend toujours pas, m'avait dit Jean-Marc. Il ne voit pas qu'il est responsable de ses actes. Dans sa tête, il est la victime. Ça ne me surprenait pas. Carlos avait toujours été comme ça, incapable d'admettre ses erreurs. Toujours. Une excuse. Toujours quelqu'un d'autre à blâmer. Henri, au moins, avait la décence de regretter, même si c'était trop peu, trop tard. Le 28 avril, nous avons reçu la visite de Maître Garnier. Il venait nous briefer avant le procès. Le juge. Petit a décidé que le procès serait partiellement à huis clos, nous a-t-il expliqué. Les témoignages concernant Ricardo seront fermés au public, trop sensibles, mais le reste sera ouvert.
Ça veut dire que les journalistes pourront assister, ai-je demandé. Oui. Et ils le feront. Cette affaire fait beaucoup de bruit. Le complot des fils contre leurs parents millionnaires. C'est le genre d'histoire que les médias adorent. J'ai fermé les yeux. Je ne voulais pas être un spectacle. Je ne voulais pas que ma douleur devienne du divertissement pour des inconnus devant leur télévision. Vous n'êtes pas obligé de témoigner, a continué l'avocat. Les enregistrements et les documents suffisent. La procureure Mercier pourrait plaider sans vous. Non, ai-je dit, rouvrant les yeux. Je vais témoigner. Je dois le faire. Pour Ricardo. Pour toutes les victimes qui n'ont pas eu le courage ou la chance que j'ai. Ernesto a serré ma main. Nous témoignerons tous les deux, a-t-il dit. Le soir, nous sommes allés dîner dans notre petit restaurant préféré, le Bistrot des Carmes, à 2 rues de chez nous. Le patron, M. Alvarez, nous connaissait déjà. Il nous réservait toujours la même table, près de la fenêtre. Le cassoulet est excellent ce soir, nous a-t-il dit avec son accent espagnol chantant. Fait maison, comme toujours. Nous avons commandé le cassoulet et une bouteille de vin rouge de Cahors. Pendant le dîner, nous avons parlé de tout, sauf du procès, des travaux dans l'appartement du dessous, du nouveau marché bio qui venait d'ouvrir place Saint-Georges, du voyage que nous voulions faire en Bretagne cet été, des projets, des rêves simples. Une vie ordinaire que nous essayons de construire sur les ruines de l'ancienne. Après le dîner, en rentrant, Ernesto a pris ma main. « Josiane ? Oui ? Je veux que tu saches quelque chose. Ces 6 derniers mois, malgré tout, malgré la douleur et les cauchemars et le procès qui approche, j'ai été heureux. Je me suis arrêté, le regardant avec surprise. Heureux ? Oui. Parce que pour la première fois depuis 25 ans, je n'ai plus de secret. Je ne porte plus le poids de ce que Carlos a fait à Ricardo. Je n'ai plus à mentir, à faire semblant. Et toi et moi, nous sommes enfin vraiment ensemble, sans mensonge entre nous. J'ai senti les larmes monter. Mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de tristesse. Moi aussi, ai-je murmuré. Moi aussi j'ai été heureuse. C'est étrange à dire, après tout ce qui s'est passé. Mais c'est vrai, il m'a embrassée là, au milieu de la rue des Carmes, sous un lampadaire qui clignotait. Un baiser doux, plein de promesses. Nous avons survécu, nous survivrons encore. Le 6 mai approchait, le procès approchait, et avec lui, la fin de cette histoire, ou peut-être son vrai commencement. Parce que quoi qu'il arrive dans cette salle d'audience, quelle que soit la sentence, je savais une chose avec certitude. J'avais déjà gagné, j'avais survécu à la trahison. J'avais trouvé le courage de dire non, de refuser d'être une victime silencieuse, de me battre pour ma vie. Carlos et Henri passeraient peut-être 25 ans en prison, peut-être plus, peut-être toute leur vie. Mais moi, Josiane Moreau, 68 ans, ancienne pâtissière de Lyon devenue militante à Toulouse, j'étais libre. Libre de la peur, libre des mensonges, libre de vivre le reste de ma vie comme je l'entendais. Et ça, personne ne pouvait me le prendre, pas même mes fils. Le soir du 5 mai, la veille du procès, je me suis assise à mon petit bureau près de la fenêtre. J'ai sorti une feuille de papier blanc, un stylo bleu, et j'ai commencé à écrire. Pas une réponse à la lettre de Henri, pas une lettre d'adieu ou de pardon, mais une lettre à moi-même, à la femme que j'étais devenue. Chère Josiane, tu as survécu à l'impensable, tu as regardé la mort en face et tu as choisi la vie. Tu as perdu tes fils, mais tu as gardé ta dignité. Demain, tu entreras dans cette salle d'audience la tête haute. Tu raconteras ta vérité. Et quoi qu'il arrive, tu continueras à avancer. Parce que c'est ce que tu fais. C'est ce que tu as toujours fait. Tu es plus forte que tu ne le pensais, plus courageuse que tu ne l'imaginais, et tu mérites d'être heureuse. Alors vis, Josiane. Vis pleinement. Chaque jour que Carlos et Henri t'ont volé, reprends-le. Chaque moment de joie qu'ils ont essayé de t'arracher, savoure-le 2 fois plus. Tu le mérites. Et Ricardo, où qu'il soit, serait fier de toi. Avec tout mon amour, Josiane. J'ai plié la lettre et je l'ai glissée dans le tiroir de mon bureau. Un jour, peut-être, je la relirai.
Ou peut-être pas. Peut-être qu'elle resterait là, comme un témoignage, une preuve que j'avais survécu. Cette nuit-là, j'ai dormi profondément pour la première fois depuis 6 mois. Et quand je me suis réveillée le lendemain matin, le soleil inondait la chambre. C'était le jour du procès. C'était le jour de la justice. Et j'étais prête.